Bienvenue au podcast La classe ouverte. Si vous êtes parent, enseignant ou simplement convaincu que l'éducation est un levier puissant de développement personnel pour les enfants, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Rioux, ancien enseignant des arts plastiques au secondaire et maintenant directeur de tournée en milieu artistique. Bonjour Olivier. Salut! Bonjour Olivier. Salut, merci de m'accueillir. Bien, merci à toi d'être ici. On est vraiment content de te rencontrer aujourd'hui. On a des beaux sujets à explorer. Merci d'avoir fait la route et d'être parmi nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Olivier, pour commencer, on aimerait en savoir un peu plus sur ce que tu fais présentement. Donc, toi, tu es sorti du milieu de l'éducation, donc tu as travaillé pendant plusieurs années. Donc, parle-nous un petit peu de ce que tu fais maintenant, puis on pourra là, un petit peu plus tard, là, peut-être aller un peu plus dans ton parcours dans le milieu de l'enseignement. C'est vrai que quand on dit directeur de tournée, ça ne résonne pas dans notre tête d'une façon très spécifique. Direction de tournée, on dirait que déjà, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, que ça existe, ce métier-là, tu sais. Puis moi, j'aime la façon que j'aime le décrire le plus simplement possible. Là, je vois ça comme le triangle des Bermudes, OK? Puis il y a les 3 pointes du triangle. Il y a l'artiste, il y a le producteur, donc la maison de disques, et il y a le diffuseur, qui est soit le festival ou la salle de spectacle. Puis, en gros, là, moi, je m'occupe que personne ne se perde dans le triangle des Bermudes. Ouais. Intéressant. Puis, au jour le jour, ça consiste en quoi ton rôle, ton travail? Si tu peux me donner des petits exemples. Bien, ça dépend, tu sais, il y a beaucoup de travail en amont, là. Bien sûr, il y a les spectacles. Puis, on va dans les salles, l'artiste se produit. Puis quand on parle des techniciens dans l'ombre, ben moi, j'en fais partie, tu sais, j'en suis un. Puis, tu sais, en gros, il n'y a pas de journée typique en direction de tournée, mais je peux quand même vous dire, admettons, qu'il y a toujours il y a certains items ou parties de mon boulot qui ne changent pas vraiment. Beaucoup de travail en amont, donc communication, courriel. S'assurer que les contrats soient respectés déjà en amont. Puis ensuite, chaque projet est différent, mais des fois, ben, c'est moi qui vais chercher la vanne de transport le matin du spectacle. On va chercher les instruments, on va chercher les musiciens, les musiciennes. Puis on se rend à l'heure prévue à la salle de spectacle ou au festival. Test de son, donc installation, test de son. Pause, ensuite spectacle, on ramasse, on revient à la maison. Donc, mettons, si on veut mettre ça très, très concis et simple, là, ça pourrait être la meilleure façon peut-être là, de décrire une journée typique. Mais c'est pas atypique, c'est ça. C'est une journée typique, mais c'est tout le temps un peu... ça change tout le temps, tu sais. C'est un peu ça mon travail, en fait. D'aller, quand il va y avoir des imprévus, ben, mon rôle, c'est de trouver une solution. Puis, j'aimerais savoir comment tu as atterri dans ce milieu-là. Donc, on parle souvent du fait que tu as été enseignant au secondaire pendant environ une quinzaine d'années, qui n'est pas peu. Donc, comment tu as fait le saut du milieu de l'enseignement au milieu artistique, ou est-ce que ça a plutôt été une douce transition? Donc, de quelle façon ça s'est présenté pour toi, puis d'où est venu ton intérêt? Ben déjà, je tiens à préciser que moi, j'ai fait mon bac en arts visuels à l'UQAM. J'étais en enseignement des arts au départ. Puis, au cours de mon parcours, j'ai bifurqué plus vers la création. Donc, le certificat que j'ai n'est pas en enseignement des arts, mais en arts visuels et médiatiques. J'étais donc non légalement qualifié, comme plusieurs personnes. On en entend parler à chaque automne, aux rentrées scolaires. Il y a des non légalement qualifiés qui vont prendre la reine de certaines classes. Puis, fait que moi, je tiens à préciser là, que je faisais partie de ces gens-là. Puis, moi, c'est un retour de voyage, je cherchais un job. Puis, j'ai eu un contact dans une école où ils cherchaient des gens. J'ai été les voir. Ça a cliqué avec la direction. Puis, ils m'ont engagé. Ça a été mon premier. Ils m'ont dit, t'es-tu disponible demain? J'ai fait, pardon?
OK. Puis je me souviendrai toujours, on m'a mis 2 horaires en avant de moi. Puis on m'a dit parce qu'il y avait 2 profs, il y avait 2 postes à remplacer. Tu sais. Puis j'ai fait, je comprenais rien. Je comprenais pas les horaires. Je savais même pas qu'est-ce qui était quoi, tu sais. Je me souviens, la directrice avait comme un peu pris pour acquis que j'allais être au courant, tu sais, mais je comprenais rien. Je voyais des chiffres, moi, avec les sigles de chacun des cours, tu sais. Puis je voyais que c'était de l'art plastique. J'ai fait, ben, lui, au hasard. Puis finalement, ça avait bien été, mais oui, le lendemain, je commençais. Ça avait été stressant. Ben, j'imagine. Puis, comment ça s'est passé par la suite? On parle à court terme ou à long terme? Comme tu veux. En fait, ben c'est ça, j'ai fait ça quand même 14 ans. Donc, les 10 premières années, j'étais à contrat. J'ai presque toujours été là à la même école, Commission scolaire de Laval. Ça s'est passé relativement bien, surtout les premières années. Ça s'est gâté un peu quand tu es non légalement qualifié. En fait, tu n'as pas accès à des contrats. Normalement, ils ont une tolérance de 10 ans. Ils t'en donnent une dizaine, puis après ça, ils sont comme « Hey, Olivier, tu es en train de te faire une carrière sur des contrats en étant non légalement qualifié. On veut pas ça. » Fait que c'est à ce moment-là que ça se gâte un petit peu parce que j'ai commencé les 2 années supplémentaires, 4 années, mais les 2 dernières années, je faisais de la suppléance seulement pour combler mon horaire, mais on pourra y revenir. Donc, j'ai eu j'avais pas de contrat. Donc, j'avais mes classes, mais pas de contrat. Donc, j'avais pas accès à mes congés, j'avais pas accès. J'avais pas accès à tous mes journées pédagogiques, mais on s'est quand même un peu arrangé là, avec l'école. Mais c'est ça, je pense que c'est là que ça a commencé à peser un petit peu sur moi, sur mes épaules. Je m'en rendais pas compte. C'est vraiment un cheminement à long terme. Un cheminement à long terme qui a fait que je me suis épuisé à la tâche. Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses le saut dans le milieu artistique par la suite? J'aimais beaucoup enseigner. Hein? J'aimais les jeunes, je les adore encore. Mais moi, j'ai senti que j'ai un petit peu le bâton dans les roues là, dans mon parcours là, scolaire en tant que prof. Là. Je comprends qu'on veut pas des NLQ dans nos écoles, le moins possible. On veut des gens qualifiés, puis je comprends ça à 100%. Donc, qu'est-ce qui t'a fait faire le saut vers le milieu artistique? J'étais un petit peu à côté, au pied du mur, à cause que j'étais non légalement qualifié. Fait que j'ai comme pas le choix de prendre une décision. Est-ce que je voulais est-ce que je voulais continuer en enseignement? Donc, il y avait certaines options comme une maîtrise qualifiante que j'aurais pu aller faire. Ou sinon, je changeais complètement de trajectoire. Puis, il y avait un ami d'un ami que j'ai rencontré à un moment donné, puis lui, il faisait de la direction de tournée. Puis j'ai fait il me semble que c'est dans mes cordes, ça. Tu sais, quand j'étais à l'université, j'organisais des voyages. J'étais comme assez actif dans ma communauté, puis communauté scolaire. Puis j'ai fait crème, je pense que ça, c'est dans mes capacités. Je peux faire ça. Je pense que je serais peut-être plus heureux. Tu sais, j'ai comme j'ai pas eu tant pas le choix à faire, mais c'est un peu arrivé. En fait, tu sais, quand une année, j'ai décidé de ne pas retourner enseigner. Puis j'avais mon atelier d'ébénisterie, moi, ça faisait quelques étés que je faisais ça pendant mes vacances de prof. Là. Puis finalement, étant maître de mon horaire, maître de mon temps dans mon atelier d'ébénisterie,
et sachant que ça m'intéressait énormément de faire le travail de directeur de tournée, je me suis mis disponible pour tous les contrats possibles. En premier, j'étais chauffeur pour des artistes qui s'en allaient faire qui avaient besoin d'alléger leur temps de route parce qu'ils faisaient des festivals plus loin, avec des fois des voyages, des voyagements de nuit et tout ça. Mais j'ai toujours dit oui à tout sans poser de questions. Puis, à un moment donné, il y a eu des opportunités qui sont apparues, qui ont fait que, tranquillement, j'ai fait de moins en moins de contrats d'ébénisterie. Et là, je t'ai retourné un petit peu, quand j'ai lâché mon atelier d'ébénisterie. En début de semaine, j'ai fait un peu de suppléance. Fait que là, elle est là ma 13e et 14e année, là. Puis, mais aujourd'hui, je ne fais que de la direction de tournée. J'ai les 2 pieds dedans, vraiment, vraiment bien inséré dans mes bottines. Super. Puis, j'ai une petite question que j'aimerais rebondir. Donc, tout à l'heure, tu as dit que c'était pas facile, justement, pour toi d'être dans le milieu de l'enseignement puisque tu n'étais pas nécessairement qualifié. Le désir d'avoir changé, tu as parlé aussi que tu t'es un peu brûlé au travers de ça. Est-ce que tu t'es brûlé en lien avec l'enseignement ou en lien avec la pression de ne pas être qualifié? Puis là, à ce moment-là, c'était ça qui faisait en sorte que c'était plus difficile? C'est un mélange des deux. C'est une excellente question parce que c'est vraiment un mélange des deux. Ça devenait de plus en plus difficile pour moi d'avoir une stabilité, mettons, dans mes groupes. Et là, bon, il y a la suppléance qui est arrivée aussi par la bande. Et tu sais, ce qui m'a brûlé beaucoup, là, j'ai été un peu victime de mes années, de mon expérience en tant que prof. Parce qu'en suppléance, ça allait quand même assez bien, tu sais. J'avais les outils, tu sais, du haut de au-dessus de 10 ans, tu sais, d'expérience. Puis, mais à force de me faire donner toujours des groupes un peu plus difficiles, ça m'a vraiment brûlé. Tu sais, j'ai voulu laisser ça de côté le plus possible pour pouvoir justement faire quelque chose qui me semblait plus intéressant, en tout cas, puis quelque chose qui était, qui m'accueillait. Je me suis senti accueilli, tu sais, dans le domaine artistique en direction de tournée, plus que je me sentais accueilli en art, malgré, en enseignement des arts, malgré toutes les années derrière la cravate, là, tu sais. Tu t'es senti plus vu, plus reconnu, en fait, à travers ton métier? 100%. OK. 100%. Puis je le savais pas. C'est quelque chose que tu t'en rends pas compte au début tant que ça. De cette... que les autres, ils peuvent t'admirer dans ce que tu fais ou, tu sais, d'avoir une reconnaissance, là, tu sais. Tu le vois pas tout de suite parce que je pense qu'on le fait pas pour ça, tu sais. Les enseignants n'enseignent pas pour ça. Il faut pas, en tout cas, là. Oui, c'est comme la cerise sur le sundae, puis c'est le bonus, je trouve, l'enseignement, là, la reconnaissance que tu as envers les élèves, juste les saluts, tu sais, dans les corridors, là, quand tu as ça, là, moi, je me souviens, ça me faisait toujours un grand plaisir, tu sais, que je sais que j'avais des collègues qui se faisaient pas saluer dans les corridors, tu sais. Fait que cette reconnaissance-là, c'est le fun, mais ça suffit pas, tu sais, à un moment donné. Même si tu le fais pas pour ça, tu vas avoir une petite tape dans le dos, tu sais. Puis à un moment donné, des tapes dans le dos, ben, même aujourd'hui, tu sais, je me mords les doigts, tu sais, de pouvoir faire ce que je fais. Puis je suis content d'avoir pris le chemin que j'ai choisi, tu sais, en enseignement. Puis pas en enseignement, mais en direction de tournée. Parce que oui, je suis plus, je me sens mieux, plus à l'aise, plus reconnu. Puis on me demande des services pour des beaux projets, tu sais. Puis je trouve ça plus gratifiant que l'enseignement, même si j'ai vraiment aimé ça. Je pense que c'est le cadre. C'est le cadre que je préfère, tu sais, un cadre qui est plus libre. Intéressant. J'ai une petite question par rapport
au poste de directeur de tournée, c'est quoi, tu penses, les compétences ou les qualités qui te permettent de bien exercer ce travail, puis qui sont peut-être des compétences ou des qualités qui s'enseignent, qui pourraient s'enseigner dans un cadre scolaire, qui ne s'enseignent peut-être pas nécessairement, mais ça prend quoi pour faire ce genre de travail, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on entend parler tous les jours, même pour nous, parfois, ça peut être flou, qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est pas un métier que tu vas aller à l'école nécessairement pour apprendre, mais c'est quoi les compétences, les qualités que tu peux avoir ou développer qui vont t'amener vers là? Ouais, déjà, je pense que, à mon avis, je suis quand même bon à mon travail de DT en grande partie à cause de ce que j'ai vécu en enseignement. Parce que, bon, déjà, c'est de l'organisation des troupes, que ce soit les élèves en enseignement ou les techniciens et les musiciens, artistes en musique. Mais ils ont besoin aussi de quelqu'un qui est très à l'écoute dans les deux sphères. Ce que j'ai appris je pense que tous les profs, de façon innée, ils ont cette écoute-là, tu sais, qui est importante là, pour le métier. Mais j'ai trouvé, moi, ça m'a beaucoup aidé, justement, cette écoute-là que j'avais développée avec les élèves et de ne pas me faire comprendre aussi des fois du premier coup, tu sais. Dans une journée, un prof, il voit 120 élèves par jour, tu sais. Puis c'est 120 petits humains différents, avec des idées différentes, puis une façon de communiquer qui diffère l'un de l'autre. Et donc, une communication qu'ils comprennent d'une façon différente aussi certains trucs que tu leur apprends, que tu leur dis. Donc, c'est de trouver la façon c'est vraiment la communication, en fait, qui est un élément clé. Puis, la communication, l'écoute, l'empathie, ouais. Puis de travailler aussi avec différents types de personnalités. Donc, autant en enseignement que dans ton travail, tu touches à toutes sortes de personnes. Puis c'est du travail aussi de collaboration. Donc, ce que tu nommes l'écoute, l'empathie, c'est des qualités qui sont super importantes. Puis c'est beau de voir qu'il y a un fil conducteur aussi au travers de l'enseignement puis le travail que tu fais. Tu sais, en tant qu'enseignant, tu t'es développé aussi en tant que personne. Quand on travaille avec les jeunes, il y a certainement une écoute, une complicité aussi qu'il faut créer, un lien de confiance. Puis c'est ça ressemble aussi à ce qui découle de ton travail maintenant. Il faut que tu crées un lien de confiance. C'est comme la personne ressource qui gère le projet, qui s'occupe du groupe. Donc, je vois beaucoup le parallèle entre s'occuper d'une classe, les nourrir, s'assurer que tout le monde est correct, comme un peu le rôle d'un papa, d'un enseignant. Oui, oui, c'est vraiment ça. Là. On m'appelle souvent le papa du groupe. Et tu sais, le papa, comme la maman, là, tu sais, on veut prendre soin de nos enfants, tu sais, que ce soit dans le vrai sens du terme en enseignement, là, tu sais, c'est vraiment les enfants. Puis sinon, moi, de mon côté, mes enfants, c'est mes musiciens, mes techniciens, tu sais. Mais la seule différence, c'est que, tu sais, je trouve que dans mon titre, il n'y a de directeur que le titre de mon travail, parce que moi, j'ai toujours vu mon métier, on est une équipe, tout le monde est égal, faut juste respecter chacun, qu'est-ce qu'il a à faire, puis respecter l'autre dans son travail aussi. Admettons, je prends un bassiste, par exemple, qui est dans un band, ben moi, j'en joue pas de la bass, là. Fait que ce qu'il a à me dire, je l'écoute. Tu sais, je fais pas... j'ai cette humilité-là. Je pense que c'est aussi en enseignement, il faut avoir cette humilité-là en tant que prof, qui nous permet d'écouter mieux les gens et puis de les comprendre, d'être plus sensible face à leur incompréhension ou à leur désir de véhiculer un message. Tu sais. Oui, d'être à l'écoute, puis aussi d'être capable de recevoir aussi l'opinion, puis de se remettre en question. Comme tu dis, si t'es pas tu joues pas cet instrument-là, ben alors toi, tu vas être capable de prendre la sagesse de l'autre, puis en fait, cette personne-là, elle est spécialiste dans son métier, puis ça revient aussi, comme tu disais, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à écouter l'autre, puis cette approche-là
bienveillante avec les autres. Oui, puis c'est là qu'on grandit ensemble aussi, tu sais, parce qu'on s'apprend mutuellement des affaires. Tu sais, je pense que, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, j'ai adoré là, enseigner. Mais à un moment donné, j'ai juste senti que je donnais plus que je recevais. Pour plein de raisons. Là. J'ai parlé de mes dernières années en suppléance là, qui étaient plus difficiles. Mais comme là en musique, dans ce métier-là, qu'on n'apprend pas, qui existe à l'école, moi j'ai trouvé ma place, puis j'ai trouvé vraiment où j'ai un échange, puis je grandis, j'apprends tous les jours, malgré je pense que je travaillerais avec les meilleurs ou les plus grands, puis je serais encore en train d'apprendre 1000 trucs par jour sur mon propre métier, juste en communiquant avec les autres. Donc, c'est un métier très humain, au final. C'est très humain, c'est dans l'approche. Puis c'est intéressant parce que toutes les compétences que tu nommes, ces qualités-là, c'est les compétences sur lesquelles nous, on mise en enseignement aussi auprès des enfants. Puis c'est les compétences que toi, tu as développées comme professionnel en travaillant en éducation, mais c'est aussi les compétences qu'on essaie d'inculquer aux enfants et qu'on continue de dire que c'est le plus important de développer. La communication, la collaboration, l'empathie, l'organisation, l'écoute. C'est ça, au final, qui va t'amener plus loin, beaucoup plus que des faits, des objectifs, des connaissances quelconques. Puis, de quelle façon est-ce que toi, quand tu étais enseignant, si on revient, mettons, là, on parle de ça, de ces compétences humaines, est-ce que tu sens que c'était un peu ton rôle, justement, avec ces enfants-là? Comment tu voyais ton rôle comme enseignant? Qu'est-ce que tu sens que tu leur as apporté ou qu'est-ce que tu les amenais à développer? Bien, déjà, moi, je pense que j'étais vraiment chanceux d'être en art plastique parce que le cursus que le gouvernement te demande de respecter, et tu peux plus facilement divaguer du cursus tel qu'il est écrit, puis tu peux amener un peu ton enseignement dans la trajectoire que tu veux, être un peu plus libre. Moi, c'était ma perception à moi, tu sais. J'avais pas, tu sais, je prends l'exemple des mathématiques où il y a un cursus qui est plus précis, qui est plus pointu. Tu sais, avant Noël, il faut qu'on aille terminer telle affaire. Après ça, après Noël, on commence l'algèbre, tu sais. Fait que, tandis que en art, ben, c'est ce que j'aimais, puis qui se collait plus à ma façon de faire, là, c'était de pouvoir vraiment travailler sur les capacités de chacun des élèves à son rythme, à sa façon. Puis, moi, je leur en ai jamais voulu un élève qui avait pas de talent en dessin. Ça arrive, tu sais. C'est pas tout le monde qui sont des Picasso, là, tu sais. Faut pas leur en vouloir, faut pas leur pousser sur la tête, là, mais il faut leur faire aimer ça, par exemple, tu sais. Puis, tu sais, je trouvais que j'avais cette possibilité-là où on est dans un dialogue beaucoup plus proche avec les élèves, tu sais, dans les classes on est souvent assis entre amis à des tables, fait que, tu sais, c'est beaucoup dans l'échange. Puis, tu sais, du moment où ton projet, il y a quand même des points précis que tu vas évaluer. Je pense que la beauté finale, ou le résultat final, c'était pas ça l'important, c'était le processus pour y arriver. Puis est-ce que la personne a fait des efforts? Est-ce qu'elle a été consciente de son amélioration, tu sais, en tant que personne, en tant qu'artiste, tu sais. Fait que, ouais. C'est intéressant parce qu'on parle souvent, j'ai la citation en anglais, « It's not about the destination, it's about the journey ». C'est pas à 100%. Propos de la destination, c'est à propos du chemin parcouru. Puis c'est la réalité. Si on met juste le focus sur la destination, on perd toute l'essence, en fait, de où on s'en va. Puis, comme tu dis, de permettre aux enfants de faire une certaine introspection, puis
Hey, wow, au début de l'année, j'étais là, mais comment j'ai évolué? Sans demander, la perfection n'existe pas. C'est une barrière qu'on se met nous-mêmes, mais en les aidant justement, en les guidant tranquillement à travers justement ton expérience, puis en leur laissant aussi de la place à la créativité. Puis c'est ça aussi qui est beau à travers les arts, c'est que oui, on a un cadre quand même qu'on va leur enseigner, mais à travers ce cadre-là, il y a beaucoup de liberté aussi. Mhm. Ben oui, puis c'est ça toute la beauté que moi je vivais dans mes classes, tu sais, où on dirait que tu sais, le plafond, c'est même pas ça la limite, là, tu sais, on va toujours plus loin, tu sais, puis on défonce le plafond tout le temps avec des nouvelles techniques qu'ils apprennent, puis après ça, on parle d'échange, d'histoire humaine, tu sais, qu'on échange tous ensemble, tu sais, puis de les amener de voir ça d'une nouvelle façon, tu sais, artistique. Moi, j'ai beaucoup, tout en respectant le cursus, mais c'est justement, tu sais, il y avait comme tellement de façons d'y arriver, tu sais, à ce cursus-là, tu sais, fait que j'ai eu la chance d'enseigner en arts plastiques. Je trouve que c'est une très belle matière. Il y a des pour et des contre, là. Quand tu pognes des mauvais groupes, se faire lancer des crayons, c'est pas le fun, là. Ça m'est arrivé, mais sinon, quand ça va bien, là, je pense que c'est une des plus belles matières, là. Tu sais, c'est tellement fun de voir un élève se dépasser dans l'émerveillement de quelque chose qu'il crée avec ses mains. C'est tellement tangible. C'est concret, puis c'est souvent Ouais. ce qui manque aux élèves à l'école, c'est du concret. Ouais. On parle beaucoup de projets, pédagogie par projet, mais au final, les arts plastiques, c'est concrètement ça. C'est on va faire un projet d'art ensemble, ça peut durer, plusieurs sessions, puis tu les vois évoluer à travers ce processus-là. Puis, comment ces élèves-là vivaient ça? Est-ce que tu as des souvenirs ou des fois des éléments qui te viennent en tête? Toi, ton intention, c'était de les faire vivre ce processus-là, mais comment est-ce qu'eux, ils le vivaient? Est-ce que tu sens qu'ils étaient très attachés au résultat final ou ils arrivaient quand même à vivre ce processus-là puis à se découvrir à travers cette exploration? Ben, c'est sûr qu'ils sont un petit peu moins patients, là, au secondaire. Ils ont hâte d'arriver à la fin, tu sais, mais toute l'anticipation d'y arriver, je pense qu'ils aimaient quand même beaucoup ça, ils en étaient conscients, tu sais. Puis, ben, c'est aussi au rôle du prof, tu sais, de les rendre conscients du work in progress, là, tu sais. C'est ça, ça revient à l'enseignant, de les emmener vers ce chemin, vers le work in progress, comme on dit, puis de les amener à être conscients de tout ça. Parce que peut-être naturellement, eux autres, ils auraient peut-être tendance à aller directement vers le résultat. Est-ce que tu sens qu'il y a un parallèle avec la direction de tournée? Est-ce que tu sens que avec les groupes avec qui tu tournes ou les artistes, toi, tu es dans le process? T'es dans... Moi, je me suis retrouvé à la place d'élève. Ah, OK. Ça fait quand même déjà là, presque 10 ans là, que je fais de la direction de tournée et je me suis retrouvé dans le processus du work in progress parce que j'ai recommencé à zéro, tu sais. Un nouvel job, tu sais, j'avais 30, mi-trentaine. J'ai maintenant 42 ans aujourd'hui. Fait que ça a été comme un changement de carrière. Je me suis retrouvé dans cette éducation-là que je devais faire pour devenir meilleur. Puis c'est un peu le même processus d'un parcours scolaire, tu sais, quand tu apprends des choses, puis tu arrives au bout, puis après ça, c'est pas fini. Tu sais, moi, j'enseignais au secondaire, mais après ça, bon, il y a plein de parcours différents, tu sais. Cégep université ou des decks, tu sais, ou travailleur autonome, quelqu'un qui part une business. Il y aura toujours des défis, tu sais. Mais c'est ça, moi, je me suis retrouvé devant un défi, puis je me suis vraiment... Là, j'y pense parce que vous me posez la question, mais oui, je me sens comme un élève en apprentissage à tous les jours. Ouais. Ce qui est le fun. Ce qui est le fun, parce que moi, je me sens jeune là-dedans, tu sais. Je me sens jeune d'être en train d'apprendre un nouveau métier, tu sais, puis tu sais, au début, ça n'a pas été... c'était pas facile, puis après ça, c'était pas tous les projets qui étaient le fun. Puis, tu sais, là, je suis rendu à un niveau aujourd'hui où j'ai la plus grande opportunité du monde de pouvoir un peu choisir mes projets, tu sais. Ça vaut tout l'or du monde, tu sais. On parlait
de gratitude tantôt. Ça, c'est vraiment gratifiant pour moi d'avoir la possibilité de faire comme « Ouais, non, ce projet-là, il ne m'intéresse pas. » Parce que c'est tellement contingenté comme boulot. Il n'y en a pas tant que ça au Québec qui font ça. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'on n'apprend pas que ce métier-là existe à l'école, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a plusieurs qui aimeraient le faire, puis il n'y a pas beaucoup d'élus. Mais ça, ces jobs-là, moi, j'aurais quand même aimé ça qu'on m'en parle à l'école. On m'en a pas parlé tant que ça quand moi j'étais à l'école. J'étais rendu un adulte dans la mi-trentaine quand j'ai entendu parler de ce métier-là. Mais on est tellement, je trouve, de nos jours, ça tend à changer, là, mais c'est ça que je veux qu'on s'en aille vers là. Mais on est tellement dans des... on a encore, c'est les secondaires, cégep, université, puis il y a comme un chemin tracé par la société, puis on veut qu'on fitte dans le moule, tu sais. Mais moi, j'ai jamais senti que je fitais dans ce moule-là, tu sais. Je fitais pas là-dedans, je me suis jamais senti dans le moule, puis j'étais comme, ouais, mais il me semble que je suis une bonne personne pareille, tu sais. Pourquoi que je suis pas... Pourquoi qu'on me prend pas par la main puis on m'aide pas dans la direction où moi je veux aller, tu sais. Mais je trouve que il devrait en avoir... Tu sais, en enseignement, je pense que c'est difficile, là. Il y a plusieurs réformes dans les dernières années. On dirait qu'on ne sait pas où se situer, puis on ne sait pas où s'enligner. Puis je trouve que c'est correct que les élèves soient un petit peu ouverts sur le monde et les possibilités. Tu sais, un exemple, c'est niaiseux, là, mais tu sais, c'est ça, on dirait qu'on... Je trouve le carcan très rigide en ce moment. Je trouve ça difficile pour eux. Je me l'imagine, en tout cas, là. Puis, tu sais, une éducation qui est plus libre, je pense qu'on doit s'enligner vers ça, tu sais, vers... si l'enfant a envie d'être entrepreneur, ben lui donner les outils puis lui dire que ça se peut, tu sais. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Il manque souvent de variété dans ce qui est proposé aux enfants, ce qui est proposé aux adolescents. C'est en mouvement, ça change, mais c'est sûr que c'est pas uniforme. C'est sûr qu'il y a des milieux qui sont plus innovants que d'autres. Il y a des milieux qui sont plus ouverts. Il y a des milieux qui ont plus de réformes. Il y a des milieux beaucoup plus fermés. C'est ça le problème, malheureusement, c'est que si tu atterris peut-être dans un milieu qui va te pousser vers l'avant, qui va te faire découvrir les arts, la culture et l'entrepreneuriat, super. Mais si tu atterris dans un milieu qui est un petit peu plus fermé, traditionnel, et dans ta famille aussi, là, c'est pas juste les milieux scolaires, on parle aussi beaucoup des familles. Ça part d'abord de la famille, puis au final, c'est eux qui définissent aussi ta trajectoire. C'est souvent eux qui vont décider ton école. Des fois, il y a un peu moins de possibilités. Puis... justement, ce milieu artistique-là, c'est vraiment un milieu qui est un peu méconnu. Ce qu'on connaît souvent du milieu artistique, si on n'est pas à l'intérieur de ce milieu-là, c'est qu'est-ce que nous, on voit. C'est les spectacles, c'est la musique qu'on entend, c'est ce qu'on voit à la télé. Mais tout ce qu'il y a derrière, il y a tout un monde derrière, puis on le découvre aussi à travers toi, à travers votre équipe. Puis c'est fascinant. Puis en effet, souvent, on ne sait même pas que ça existe, puis... Il y a des emplois, il y a des milieux il y a quand même des gens qui font des super bonnes études, puis tu peux tellement atterrir là-dedans, mais c'est méconnu. Puis c'est pas que c'est peut-être pas encouragé, c'est juste que c'est moins traditionnel. Ouais. Donc voilà. Puis justement, si toi tu retournais à l'école, qu'est-ce que tu ferais différent, considérant, mettons, pas nécessairement dans ton poste de prof d'art, mais tu dis, j'aurais aimé ça, mettons, qu'on me l'enseigne à l'école. Qu'est-ce que tu penses que toi, mettons, tu pourrais enseigner à l'école? Si, mettons, on te donnait genre une baguette magique, puis tu peux inventer un cours au secondaire ou un profil, ou qu'est-ce que tu ferais voir aux élèves? Qu'est-ce que tu leur ferais vivre? Bonne question. Oui, vraiment une bonne question. Mais ce qui me vient là, ce qui me vient à l'esprit, c'est toutes les sorties parascolaires qu'on faisait. En fait, je pense que si je retournais à l'école, je suis pas certain que ce serait en tant qu'enseignant. Je pense que je m'occuperais des loisirs ou de l'organisation d'activités. Là, il y a en parascolaire ou, tu sais,
En même temps, le métier d'enseignant, tu as une proximité avec l'élève qui est vraiment le fun, mais je pense que le réseau dans une école en santé, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas en santé, là, qui manquent de profs ou qui manquent justement des gens qui s'occupent du parascolaire, juste les surveillants, surveillantes. Mais mettons une école en santé, là, ben, je pense que ce serait plus de ce côté-là que j'irais, parce que moi, les meilleurs moments que j'ai vécus avec les élèves que j'ai eu la chance de côtoyer, c'était en activité parascolaire. Même les plus méchants devenaient gentils. Parce qu'ils étaient dans un cadre, de classe où ils connaissaient les barrières, les conséquences. Puis là, ils se retrouvent un petit peu perdus. Ils ont plus leur repère quand tu es en activité parascolaire. Fait que là, tout d'un coup, le prof qui aime un peu moins ou qui aime un peu écœurer, ben là, c'est rendu la personne qui va leur dire par le chemin par où aller s'ils veulent pas se perdre, là, tu sais. Fait qu'il est comme, oh, j'ai besoin de ce gars-là, moi. Fait que, c'est ça, je pense que j'aimerais ça le plus possible, être avec ces jeunes-là d'une façon différente. Mais tu sais, avec les arts, on avait quand même justement cette possibilité-là, tu sais, de discussion, tu sais, d'échange. Mais je pense que dans toutes les matières, tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais moi, je me souviens dans mon secondaire, là, mettons mon prof de maths que j'aimais pas tant que ça, je joue tout le temps en maths, là, peut-être parce que je suis pas bon là-dedans, là, mais, mais un prof qui est plus austère, on en a tous eu, là, un prof qui était comme, était moins convivial, mettons. Ben, ces profs-là en sortie scolaire, quand on était dans un contexte autre que la classe avec les pupitres en rangée, ben on pouvait découvrir des humains complètement différents. Là. Moi, je me souviens que ça me fascinait, tu sais. J'avais hâte aux sorties scolaires pour voir mes profs de façon différente. C'est intéressant ce que tu dis, c'est marquant. Tu avais hâte de les voir, tu avais hâte de les connaître. Donc, ça montre qu'il y avait un manque à quelque part de connexion avec l'enseignant, qui était peut-être trop dans son rôle, qui était peut-être trop figé sur des attentes, un modèle quelconque. Et toi, l'élève, tout ce que tu veux, c'est connecter avec ton enseignant puis le connaître. Ça revient à l'importance du lien avec l'enseignant, l'importance de la rétroaction, de la communication, du lien, puis c'est ça qui fait grandir les élèves. Puis peut-être que trop souvent, les enseignants, je veux pas généraliser, on va dire peut-être plus à notre époque, il y en avait certains oui, certains non, mais s'enfermaient peut-être plus dans ce rôle en se disant que c'était ça leur tâche et se permettaient peut-être des fois moins de connecter avec les élèves quand dans le fond, c'est tout ce que les élèves voulaient, c'était de connecter. Oui, mais tu sais, on parle aussi, on est comme un peu dans un monde utopique, là, parce que l'enseignant maintenant, là, des fois, il pourrait se permettre de jaser un petit peu, tu sais, en classe, mais il est en train de faire de la discipline aussi, tu sais. Fait que il y a ce côté-là, cet aspect-là de l'enseignement qui est en changement, puis qu'on voit, tu sais, moi je l'ai vu, tu sais, dans mes années d'enseignement, du début à la fin, puis ça a commencé avant que moi j'arrive, là, mais un peu le syndrome de l'enfant roi où l'enfant a raison, puis les parents, ils n'écoutent pas le prof, puis ils sont comme, non, mon enfant, il a raison, mon enfant, il n'a pas fait ça se peut pas, tu sais. Mais, tu sais, moi, je l'ai vu, tu sais, c'est un peu ça qui m'a épuisé aussi, là, on en parlait tout à l'heure. Mais cet aspect-là de ne pas être soutenu par les directions, moi, ça m'a quand même... j'ai été chanceux, mais ça dépendait, tu sais, il y avait quand même beaucoup de mouvements aussi au niveau de la direction dans l'école où j'étais. Fait que souvent, c'est une confiance à renouveler, tu sais. Mais même si j'étais, mettons, suppléant dans les dernières années, là, c'est ça. Fait que je trouve ça un peu normal que les enseignants c'est vrai qu'ils ont moins de temps de créer des connexions avec les élèves, tu sais.
Mais ce que tu apportais comme point, justement, que si tu avais une baguette magique puis que tu pouvais apporter quelque chose de différent, ce serait de réorganiser justement le volet loisirs-activité. Et ça permet cette connexion-là, justement, à l'enseignant de connecter avec les élèves et les élèves avec l'enseignant. Je me souviens quand on allait, en tant qu'enseignante, on en fait des sorties, mais on allait glisser avec nos élèves. Puis c'était comme, on sort vraiment du contexte scolaire, puis ça fait du bien. Puis ils nous voient dans une autre facette, mais nous aussi, on les voit dans une autre facette. On les voit pas dans un cadre, justement, assis au bureau. On voit leur plein potentiel, leur pleine créativité, qui ils sont, eux, en tant qu'enfants, sans résistance. Donc, c'est une belle façon, justement, ce que tu dis, de revoir un peu le côté organisationnel. Puis encore une fois, ça fait un peu un lien avec ce que tu fais présentement. Donc, t'organises des sorties avec tes musiciens, avec ton équipe. Et je rajouterais que plus il y a de ressources, plus que les sorties se passent bien. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le sens, si on part, là, mettons, puis on n'a pas d'éclairagiste, on n'a pas de sonorisateur, on ira pas loin, là, tu sais, plus l'équipe est grande, plus l'équipe est riche, meilleur que le spectacle il va être, plus grand que le rayonnement de notre spectacle va être grand, tu sais. Mais c'est la même chose à l'école, tu sais. Je pense que c'est ça que je ferais avec ma baguette, tu sais. Moi, c'est les ressources, tu sais, les ressources humaines. Pour les élèves, moi, je les doublerais, tu sais. Oui, puis voir le potentiel de l'enfant aussi. Qui permettrait toi, t'es bon là-dedans. OK, on va créer un projet avec tes forces à toi. Et toi, toi, t'as des forces différentes. Puis unir toutes ces forces-là ensemble. Tu sais, il y a des écoles qui ont des cours d'entrepreneuriat, tu sais, qui ils apprennent ça, mais tu sais, ça devrait être obligatoire. Hein. Tu sais, ça devrait être axé, une éducation axée un peu plus sur les capacités de chacun. Mais je sais que tu sais, je suis pas un spécialiste, là, outre mes années d'enseignement, mais je pense que ça serait tellement le fun d'avoir, tu sais, utopiquement, là, une école boutique, tu sais, où on est vraiment... Encore là, c'est parce que ça prend de la ressource, puis on l'a pas, mais oui, avec ma baguette, là, ça serait beaucoup, beaucoup de ressources, beaucoup de profs, des gens qui aiment faire ça pour avoir vraiment une éducation envers l'élève qui est axée sur ses forces, en fait. Sur ses forces, sur ses intérêts, puis de l'amener lui-même à se découvrir. Souvent, l'enfant, il va arriver, il ne sait peut-être même pas c'est quoi ses forces. 100%. Il va tester, amener l'enfant à tester, faire des erreurs, essayer, se lancer, partir un projet. C'est un peu comme partir un groupe de musique. Au début, tu essaies pour le fun, tu ne le sais pas trop, puis tu progresses. Donc, peut-être de permettre plus aux enfants d'essayer puis de bouger avec ça. Puis au final, bien, peut-être que dans les arts, c'est ce que tu as aimé parce que c'est un peu ce processus. Tu disais au début, les enfants, ils y vont à leur rythme, ils essayent. Il y en a qui n'ont pas de talent, mais c'est pas grave, ils essayent. Puis ça se développe, ça se travaille. Donc toi, tu étais comme juste comme un bon endroit pour pouvoir vivre cette partie-là avec eux. Puis c'est un peu ce que tu retrouvais aussi comme directeur de tournée. De quoi est-ce que tu t'ennuies? C'est un grand mot, ennui, là, mais de quoi est-ce que tu t'ennuies le plus, tu dirais, en enseignement? Ben, définitivement, le contact avec les élèves, là, parce que c'est tellement le fun. Moi, j'aimais ça, écouter leurs histoires, tu sais, puis je pense que c'est le petit 5 minutes au début, puis le 5 minutes à la fin, là, tu sais, quand on est en train, juste avant qu'on ouvre les livres, puis quand ils sont fermés, là, un petit 2-3 minutes avant la fin de la classe, là, puis où il y a un petit élève ou deux, là, qui sont comme « Hey, monsieur, j'ai fait ça en fin de semaine. Avez-vous déjà fait ça, vous? Avez-vous déjà été là? » C'est cool. Il a tellement envie de m'en parler, tu sais, l'élève. Tu sais, c'est ces petits moments-là que je pense que je m'ennuie, tu sais. Même si la classe avait été un peu bordélique, à la fin, il y a quand même... il y avait ce petit bonheur-là, tu sais, qui faisait oublier l'heure qui était que tu venais de passer, qui était un peu moins de fun. Ça revient à le lien avec l'enseignant, le lien avec l'élève. Ouais. Mais c'était développer des liens, en fait. C'est développer des liens. C'est ça. C'est bottom line, développer des liens. Mettons, si on veut mettre ça, que ce soit
Oui, l'enseignement de la matière est nécessaire, puis il forme l'élève, mais je pense que l'école, la plus grande force de l'école, c'est ces profs et ces adultes qui vont jaser avec les élèves, ils vont créer des liens, puis qui vont, qui vont faire réfléchir ces élèves-là à la fin d'une journée à cause d'une anecdote que l'adulte leur a racontée ou une histoire vécue une anecdote de l'adulte, tu sais, que lui a fait « Ah, OK », puis juste de lui faire découvrir, apprendre quelque chose de nouveau, tu sais, qui est comme « Ah, OK, ça se peut, ça existe dans notre monde, tu sais, c'est pas juste ce que je vois sur Internet, là, tu sais. » Ils sont tellement, ben là, à suivre, là. Je sais qu'il y a une nouvelle réforme, là, avec le cellulaire va être interdit, là, je pense, là, mais ils vont beaucoup chercher leur information de nos jours sur leur tablette, sur leur téléphone. Mais je pense qu'il n'y a rien jamais qui va battre une anecdote d'un adulte avec qui tu as un lien, qui va te raconter quelque chose. Tu vas t'en souvenir pas mal plus le soir qu'une des 20 vidéos que tu as vues en swipant, là, en scrollant. T'sais. Est-ce que toi, il y a un enseignant qui t'a marqué en tant qu'élève, que ce soit primaire, secondaire ou autre? Quand même. Je me souviens pas tout de leur nom, mais j'avais un prof de maths. Je me souviens de lui parce que il avait une passion, ce monsieur-là. Tu sais, ben moi je viens du Nouveau-Brunswick, là, fait que il y a comme notre primaire et secondaire est comme splitté différemment, là. Mais là j'étais comme dans c'était l'école Cormier, là, puis c'était l'équivalent de la première, deuxième secondaire, mais nous autres, c'est la 7e, 8e année. Puis j'étais en 7e année, puis ce prof-là, il faisait du chien de traîneau, puis il y avait souvent, on le voyait arriver, pas avec ses chiens, mais avec son camion, avec toutes les petites niches, là. Puis lui, c'était sa passion l'hiver, tu sais. Il nous en parlait beaucoup, il aimait ça, puis j'étais comme, ah man, lui, il a vraiment une autre vie, là, à travers, c'est pas juste l'école, là, lui, il a une passion, puis, mais c'est ça, moi, c'est l'humain, puis sa passion, ça m'a passionné. Mais c'est un beau modèle aussi, c'est de voir que, oui, il s'épanouit aussi dans le contexte de son travail, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres sphères aussi. Donc ça nous permet justement de s'accrocher à des modèles qui sont positifs. Puis les enfants, c'est ça qu'ils font aussi. On est des modèles aussi. Donc, un peu comme Cali qui fait de l'alpinisme aussi. Donc, c'est une inspiration pour les jeunes 100%. d'être nous-mêmes, puis de leur montrer aussi ce côté-là de nous-mêmes. Faut pas être... faut pas penser que les enfants... De se rendre... Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des profs qui ne veulent pas trop parler d'eux parce ils sentent qu'ils se mettent vulnérables envers l'enfant. Mais je trouve qu'au contraire, on devrait toujours se sentir vulnérable. Tu sais, j'en parlais tantôt, là, moi, j'en joue pas de la bass dans mon travail de directeur de tournée. J'en joue pas, puis j'ai plein d'affaires que je connais pas. C'est lui le professionnel là-dedans, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est lui son propre boss. Il n'y a pas de directeur de personne, de rien. Tout le monde a son propre rôle à jouer. Mais quand un prof peut se montrer vulnérable, ben, c'est un peu la même chose. C'est de s'ouvrir envers l'autre puis de dire « Ah, ben, j'ai pas raison tout le temps. Ça se peut que des fois, je me trompe. » Tout à fait. C'est un peu ça, la vulnérabilité. Puis en racontant des histoires, ben, je pense que l'élève, il apprend à te connaître pour qui tu es, et non pas en tant que prof. Mais ça fait que au bout de la ligne, quand tu mets tout ça ensemble, ça fait juste des liens encore plus grands, puis l'enseignement va être plus facile parce qu'il va te faire confiance dans ce que tu vas lui apprendre du cursus scolaire. T'sais. Puis ça montre aussi à l'élève que lui aussi a le droit à l'erreur. Oui, oui, 100%. Donc, en montrant aussi que personne n'est parfait, puis ça n'existe pas, la perfection. C'est une idée préconçue. Mais ça montre à l'élève, justement, que lui aussi, il peut être qui il est. OK? On lui met un cadre, c'est sûr, on l'aide, on le guide,
Mais un peu, si on vient au cadre scolaire, c'est très axé. On revient souvent sur la performance, qu'est-ce qu'il est capable de faire selon ces balises-là. Mais quand on lui permet aussi de s'expandre dans d'autres facettes, puis de se montrer, puis là, oh wow, OK, là, j'étais oui, bon en expression. Ben là, t'ouvres des 100%, portes. ben c'est ça. Ouais. Puis plus on jase avec l'élève, ben plus il va découvrir des trucs que lui, il aime puis qu'il pensait pas qu'ils existaient. Fait que c'est comme des mondes qui s'ouvrent à eux. Là. Oui, exactement. Puis ça va leur donner le goût le lendemain de revenir dans ta classe pour t'en parler, ou s'ils ont essayé des affaires. Ouais. Puis des fois, ça peut aussi les aider dans ce qu'ils aiment, dans leur processus éducationnel, vers où ils veulent s'en aller. C'est un truc, je pense, qui se fait à très long terme. Là. C'est rare là, quand tu commences là, le secondaire, puis tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Là, c'est rare. Là. C'est rare. Moi, souvent, c'est ce que tu penses vouloir ou ce que tu penses que tes parents veulent. C'est rare que c'est rare que c'est vraiment toi aussi. Ouais. Donc, il faut leur permettre puis leur donner ces opportunités, ces possibilités, puis ils apprennent en regardant autour d'eux, en voyant des modèles, puis rien de mieux que les modèles des enseignants. C'est correct. Ouais. En essayant aussi. Leur dire que c'est correct aussi, qu'ils peuvent changer d'idée, qu'ils ont le droit. Ouais. On le dit souvent, on entend souvent ça, mais c'est tellement vrai. Tu as le droit de te planter, ça se peut. Mais... Puis ça va arriver. Indéniablement. Il faut que ça arrive. Indéniablement. On n'apprend pas, on grandit pas si tout est parfait exactement comme ça devrait être. Mais d'apprendre à se planter, ça c'est le fun aussi, tu sais. Ouais, d'apprendre à se planter, à se relever. comment se relever. Ouais. Être résilient. Ben oui, la résilience. Ben tu vois, ça c'est la résilience. Puis la patience, je trouve que c'est deux vertus qui sont nécessaires dans n'importe quel job, dans n'importe quel aspect de nos vies. Tu sais. Je trouve ça beau, quelqu'un qui est résilient, puis qui prend son temps dans son processus d'émotionnel, mettons. C'est intéressant, ouais. Parce qu'on parlait de chute, tu sais, ou des fois, moi, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, là, mais mon exemple, un exemple proche à moi, tu sais, de me dire, ah, crime, aujourd'hui, j'aurais pu faire ça beaucoup mieux, tu sais, ou à cause de moi, ça s'est pas bien passé, tu sais, ça arrive, je fais tout le temps je donne tout le temps mon 100%, puis tu veux pas être responsable d'un malheur d'équipe, là, tu sais. Mais quand ça arrive, ben, faut pas être trop dur sur nous non plus, tu sais. Faut être comme, c'est ça, faut être résilient, puis faire comme, c'est de ma faute, je vais faire mieux la prochaine fois, tu sais. Oui, c'est pas toujours facile. Non, tu sais, des fois, ça peut te tourner dans la tête souvent, là, tu sais, des fois, pour ma part à moi, des fois, ça va être jusqu'au prochain projet, là, tu sais, à la prochaine réussite, tu sais. Fait que là, je traîne cette défaite-là avec moi. J'essaie de la traîner le moins longtemps possible. Mais après ça, c'est un désir de performance aussi quand c'est pris avec équilibre, la performance, je pense que c'est très bon d'avoir ça. T'sais. Mais c'est ça, autant que la performance est importante, autant qu'elle n'est pas du tout importante. Parce que la performance, c'est quoi finalement? C'est quelque chose que je voulais atteindre ou c'est quelque chose que les autres voulaient que j'atteigne? C'est comme... On le sait plus. Ouais. C'est rendu qu'on le sait plus. Oui. Mais c'est ça. En enseignement, c'est la même chose. T'sais. On a des... C'est quoi être performant? C'est-tu avoir un A+, ou d'avoir un C, mais avoir donné le maximum? Oui, ce sont de belles réflexions qu'on pourrait avoir par rapport à ça. De trouver Moi, ce qui me vient en tête, c'est de trouver un équilibre dans tout, de ne pas aller nécessairement à un extrême ou à l'autre, mais de trouver cette belle équilibre-là. Puis, comme tu mentionnais, d'être capable
de se pardonner aussi quand on fait des erreurs ou qu'on aurait pu faire, autrement. Mais comme tu dis, de se dire, écoute, bon, ça a été comme ça pour cette fois-ci, puis la prochaine fois, je vais choisir autrement. Puis de laisser aller ça aussi, tu sais, de pas trop revenir là-dessus, de laisser ça dans le passé. Puis même chose à l'autre, d'être capable aussi de pardonner à l'autre, donc c'est vice-versa. Puis, ce que ça fait aussi, c'est qu'on peut par la suite être ce modèle-là pour les enfants, puis leur montrer, puis leur dire, écoute, en tant que parent aussi, j'imagine, bon, je suis pas encore parent, mais j'imagine qu'on doit avoir cette introspection-là, puis dire, OK, oui, j'ai peut-être manqué un peu de patience, mais d'être capable de revenir aussi avec son enfant pour lui transmettre cette façon-là, de le faire lui éventuellement avec ses amis, avec ses proches. Ça amène à l'évolution, au final, de comment on peut évoluer à travers tout ça, puis comment nous, on peut se reprendre, faire cette métacognition, évoluer vers de nouvelles versions. Puis j'aimerais ça qu'on termine là-dessus, Olivier. Ça a été vraiment des échanges hyper enrichissants. Puis en terminant sur ce thème de l'évolution, comment est-ce que toi, tu te souhaites évoluer? Ma phrase est un peu mal formulée, mais comment est-ce que tu souhaites, toi, évoluer prochainement ou qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même dans le futur par rapport à ton évolution? On essaie tout le temps de devenir des meilleures versions de nous-mêmes dans la vie. Là. Puis, malgré les setbacks, il faut juste continuer d'y croire. Puis, être à l'écoute des autres. Puis, j'essaie de prendre ici et là, dans mon métier, des côtés humains que j'admire, que je regarde, je suis comme, oh, OK, la prochaine fois, moi, dans telle ou telle situation, je veux agir comme cette personne-là. Puis moi, c'est vraiment d'aller chercher chez d'autres humains. Je me souhaite de pouvoir continuer. Je pense que je le fais, mais je veux améliorer ça, d'aller chercher le meilleur de chacun pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Puis ça se fait en équipe, ça se fait pas toute seule. C'est beau ce que tu dis, d'être inspiré par les gens. Ouais. D'apprendre des autres. C'est ça, mais ça va tout le temps dans les deux sens. Du donnant, ouais. Être inspiré et être inspirant. J'espère que, si j'aurais, je pense, je finirais, pour ma part, je pense que je finirais là-dessus. Je pense que c'est mon désir dans la suite de ma carrière, là, c'est d'être inspiré et d'être inspirant pour les autres. Wow, merci Olivier. Merci Olivier. beaucoup. Merci beaucoup. Pour ces beaux échanges.